Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité de ce soir, élections couplées législatives et référendum du 1er mars, la CENI informe davantage les citoyens sur les méthodes du vote ce jour-là, des informations qui visent à guider les uns et les autres dans l'accomplissement de leur droit de vote. Et puis les Nations Unies dotent le ministère de la Sécurité de 750 registres de procès-verbaux. Ce sont des procès-verbaux qui sont mis à la disposition du département pour permettre le respect du traitement des procédures judiciaires et pénales. Du tourisme de masse se profile à l'horizon pour notre pays. 600 touristes viennent de visiter certains sites touristiques de la Guinée et promettent de revenir pour mieux admirer toutes les merveilles dont dispose notre pays. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal qu'on démarre par ce message départ du président de la République, professeur Alpha Condé, à sa majesté Naruhito, empereur du Japon. Majesté, à l'heureuse occasion de la célébration de la fête nationale du Japon marquant votre 60e anniversaire, vous me permettrez de vous adresser les vives félicitations du peuple et du gouvernement guinéen ainsi que les miennes propres. Je saisis l'opportunité pour vous réitérer mes chaleureuses salutations, mes meilleurs vœux de santé et de pleine réussite. Aussi, je voudrais apprécier l'excellence des relations d'amitié et de coopération existant si heureusement entre le Japon et la République de Guinée et vous rassurer de ma grande disponibilité à contribuer davantage au renforcement et à la diversification de ces liens. Vous souhaitant joyeux anniversaire, je vous prie d'accepter, Majesté, l'assurance renouvelée de ma haute considération Conakry le 20 février 2020. Professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. L'institution chargée d'organiser les élections dans notre pays s'active sur les dernières activités au chronogramme électoral. Ce jeudi, la formation des formateurs nationaux des agents des bureaux de vote a pris fin. Ils ont la charge de former à leur tour des formateurs locaux qui se chargeront de passer le relais aux agents des bureaux de vote. Explication, Makeme Donzo. À la Commission électorale nationale indépendante, l'heure est à la formation des formateurs nationaux des agents des bureaux de vote. Ils sont au nombre de 72. Ces derniers vont former 1032 formateurs locaux qui auront la charge de transmettre leurs connaissances aux 93 065 agents de bureaux de vote au compte des élections législatives et du référendum. Le thème, c'est sur la composition, la désignation des membres des bureaux de vote, le déroulement des opérations dans le bureau de vote. Qu'est-ce que les agents des bureaux de vote doivent faire un jour avant le scrutin, le jour du scrutin, le déroulement du scrutin, les processus de dépouillement, de remplissage des procès-verbaux et des imprimés des bureaux de vote et la transmission des résultats vers les commissions de réception et de transmission des résultats et vers les commissions de centralisation des votes. Ces agents viennent du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, de la société civile et de la Commission électorale nationale indépendante. À cette occasion, ces formateurs ont insisté sur l'impartialité, la disponibilité et le contrôle du matériel électoral. Déjà à la veille du scrutin, il faudrait qu'ils soient rassurés que tout le matériel électoral et les accessoires soient mis à leur disposition. En concert avec les chefs de quartier, les présidents, les démembrements de la CENI à la base. En plus, le jour du scrutin, il faudrait qu'ils soient tous là disponibles et qu'ils soient impartials. Bon, une personne qui a 2 cartes d'électeur, ça a été aussi expliqué. Mais comme quand vous votez pour la première fois, il y a des encres indélébiles dont on doit tremper le doigt dedans. Et ces encres-là ont été certifiées. Une fois que votre doigt est dedans, ça peut faire plus d'1 semaine. Donc à la rentrée d'abord, le premier assesseur qui est à la porte vérifie d'abord réellement si cet électeur-là n'a pas encore passé pour faire le vote. La formation des formateurs locaux est prévue pour 2 jours, tandis que celle des agents des bureaux de vote durera 4 jours. Ce renforcement des capacités
se fera au même moment dans toutes les préfectures et sous-préfectures du pays. Puis, comment voter le jour du scrutin quand on sait que c'est la première fois que les Guinéens vont aller à des élections couplées, législatives et référendums? Eh bien, des dispositions sont prises pour ce double scrutin que la CENI continue à expliquer davantage pour aider les citoyens à mieux accomplir leur droit de vote. Reportage Seydou Diallo. Pour le scrutin couplé, législative et référendum, les bureaux de vote nécessitent une organisation spécifique outre celle habituelle. À l'ouverture, les membres du bureau vont disposer les cartes en 3 lots. Le premier lot est destiné au référendum, le second pour l'uninominal et le troisième pour la liste nationale. Dans cet aménagement, il y aura également en face 2 isoloirs pour le caractère confidentiel du choix des électeurs. Au jour J, président, vice-président, secrétaire et les 2 assesseurs se présentent à partir de 6 heures ou plus tard dans le bureau de vote. Après avoir constaté que tout est disponible, personne n'a des affiches particulières qui concernent les partis, ils disposent des tables. Et puisqu'il s'agit d'une élection couplée, ils doivent sur la table ranger par ordre les bulletins qui doivent servir à voter pour le référendum. Deuxième tas, les bulletins qui doivent servir pour l'uninominal. Et un troisième tas pour les bulletins qui doivent servir à voter pour le scrutin de liste à la représentation proportionnelle. Donc sur la table, puisque tous seront présents, ils devront faire ce classement a priori. Et dans ce circuit, 3 urnes sont envisagées. Le citoyen aura donc à mettre chaque bulletin dans une urne prépositionnée pour le type de scrutin indiqué. L'électeur, quand il vient avec sa carte d'électeur, il se présente au premier assesseur qui est au niveau de la porte, qui prend sa carte d'électeur pour vérifier si effectivement c'est son bureau de vote. Et il examine ses droits pour voir s'il n'y a pas de traces d'encre indélébile. S'il n'y a pas de traces d'encre indélébile, si c'est son bureau de vote, il fait passer l'électeur au niveau du secrétaire ou de la secrétaire qui a la liste d'émargement, qui va récupérer la carte de l'électeur pour vérifier si effectivement l'électeur figure, si son nom figure sur la liste d'émargement. Donc si c'est le cas, il le fait passer au deuxième assesseur où il y a les bulletins du référendum, le rouge pour le non, le blanc pour le oui et l'enveloppe. Donc il lui fait prendre les 2 bulletins et l'enveloppe, il se dirige vers l'isoloir numéro 1, il part, il choisit un des 2 bulletins qu'il plie, il met dans l'enveloppe. Le bulletin qu'il ne choisit pas, il le met dans le sac poubelle qui est au niveau de l'isoloir. Il sort de l'isoloir pour venir au niveau de la première urne qui est l'urne du référendum. Il montre l'enveloppe au président pour dire que c'est une seule enveloppe qu'il a et le président l'autorise à introduire l'enveloppe dans l'urne du référendum. Après cette étape, il passe au niveau du vice-président où il y a les bulletins uninominaux et les bulletins de liste nationale et les enveloppes. Le vice-président lui fait prendre là également un bulletin uninominal et une enveloppe. Et il se dirige vers l'isoloir numéro 2. Au niveau de l'isoloir numéro 2, il va choisir son candidat à l'espace indiqué sur le bulletin de vote. Soit il met une croix ou il met son empreinte. Il y a l'encre sèche dans l'isoloir. Donc quand il choisit, il plie le bulletin, il met dans l'enveloppe, il sort de l'isoloir, il vient montrer l'enveloppe au président pour dire que c'est une seule enveloppe qu'il a. Et le président l'autorise à introduire l'enveloppe dans la deuxième urne qui est l'urne de l'uninominal. Après cette étape, il retourne au niveau de la table toujours du vice-président dans un troisième temps là pour prendre le bulletin de liste nationale et une enveloppe. Et s'il prend le bulletin de liste nationale et une enveloppe, il se dirige une seconde fois dans l'isoloir numéro 2 et dans l'isoloir numéro 2, il choisit la liste à travers la tête de liste sur le bulletin de liste nationale. Donc il met la croix ou il met son empreinte à travers l'encre sèche qui se trouve dans l'isoloir. Il plie le bulletin, il le met dans l'enveloppe, il sort de l'isoloir, il montre l'enveloppe au président pour lui indiquer que c'est une seule enveloppe qu'il a. Et le président l'autorise à introduire l'enveloppe dans l'urne de liste nationale, la troisième urne.
Il a fini de voter pour les 3 scrutins. À cette occasion, les membres veillent jusqu'à la fermeture des bureaux et les résultats sont aussitôt portés sur des PV, des documents qui vont aller ensuite au lieu indiqué pour la centralisation. Les droits des femmes et les questions du genre sont des sujets d'intérêt pour l'Union européenne. L'organisation compte investir encore plus dans ces domaines. L'annonce vient d'être faite ici, à Conakry. Thierno Ousmane Diallo. Dans les projets à venir, financés par l'Union européenne, il va être question de lutter contre la marginalisation des femmes dans la société et favoriser leur épanouissement socio-économique. Cet important partenaire de la Guinée a investi près de 700 millions d'euros sur la période 2012-2020 et se prépare à lancer de nouveaux projets qui tiendront compte de plusieurs thématiques, dont celle du genre. De façon à leur créer des opportunités d'emploi et dans le futur, dans le cadre de la coopération future, donc, ces opportunités d'emploi, des opportunités économiques pour les jeunes, les femmes qui sont souvent délaissées, seront encore plus importantes. Quand les enfants rentrent de l'école, la fille s'occupe des travaux ménagers et le garçon joue au ballon. Alors que dès le départ, c'est cela qu'il faut changer pour que et la fille et le garçon puissent être au même niveau, accepter que les filles aillent à l'école le plus souvent qu'elles soient maintenues à l'école, après l'école primaire, le collège, le lycée, l'université, pourquoi pas le doctorat, pourquoi pas le professorat, master et autres, pour accéder à des postes plus sélectifs ou bien vraiment à des postes importants où elles peuvent prendre des décisions pour l'avenir du pays. La diffusion de la notion du genre à travers les futurs projets financés par l'Union européenne donnera un coup de pouce aux initiatives locales de promotion féminine, répondant ainsi à une des préoccupations du chef de l'État dans sa politique de développement. Comme il a dit, il a dédié son mandat, ces 2 mandats, aux femmes et aux jeunes. Donc il est important que dans la pratique des actions de développement, que l'on mette le doigt sur cette situation. Aujourd'hui, dans tous les ministères de la République de Guinée, soit le chef de cabinet ou le secrétaire général est une femme. Nous avons beaucoup de femmes ministres, nous avons beaucoup de postes aujourd'hui occupés. C'est vrai que c'est peu et que nous pouvons faire mieux parce que nous avons des femmes de talent. En Guinée, selon les études, les femmes représentent plus de la moitié de la population. Dans le pays, plusieurs initiatives sont entreprises pour promouvoir l'équité. L'engagement de l'Union européenne à s'associer plus que jamais à ce combat suscite de l'espoir. Je vous le disais dans les titres, au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, 750 registres de procès-verbaux sont mis à la disposition du département. Des documents offerts par les Nations Unies pour le respect du traitement des procédures judiciaires et pénales. Mariam Kamara, Mohamed Seyar-Souma. La police joue un rôle prépondérant pour faciliter les procédures judiciaires et pénales. Les plaintes portées dans les commissariats et postes de police sont les premiers pas de cette procédure. Ce dont des Nations Unies vient ainsi combler le manque de cet outil dans la plupart des services de sécurité. Ce sont des outils très importants que j'ai été heureux de retrouver dans certains commissariats, mais pas dans tous, et pas forcément avec la même qualité, la même facilité d'utilisation. Donc ça, pour nous, c'est un témoignage très important de l'esprit qui anime ceux qui nous accompagnent, à savoir faire de telle sorte que notre travail au quotidien soit meilleur et surtout soit en permanence consacré à une meilleure protection des droits des citoyens. Et vous savez, en matière d'enquête judiciaire, tout commence au niveau des officiers de police judiciaire. Donc ce sont des éléments de preuve qui sont consignés dans ces écrits-là. Et il est important de pouvoir le faire pour pouvoir respecter les délais de garde à vue, et ainsi de suite. Et donc l'idée, dans le cadre d'un financement que nous avons reçu du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, était de contribuer à l'état de droit et à la protection des population. Ce document de standard international contribuera au respect du traitement d'une procédure normale
à la police judiciaire. Ces registres, si vous les regardez, il y a l'inscription de tous ces droits. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté. Nous sommes obligés d'informer les citoyens et que le droit de ces citoyens soit respecté dans la procédure pénale. Après une première utilisation, un bilan sera fait pour apporter une amélioration afin d'adapter le document aux réalités sécuritaires du pays. Hier, l'on vous parlait des enseignants de la région forestière qui ont perçu leur prime de zone. Aujourd'hui, ceux de Kankan ont aussi commencé à percevoir les leurs au lycée Almami Samori Touré. Reportage à Bakar Diaby, Eugène Dunamo. À Kankan, les opérations de paiement des primes d'incitation des enseignants présents à leur poste viennent d'être lancées. C'est ce lycée d'Almami Samori Touré de Nabaya qui a servi de cadre au lancement de ces opérations dans la préfecture de Kankan. En présence des représentants du département de l'éducation nationale, de la fonction publique et de la direction préfectorale de l'éducation de Kankan, ces enseignants assidus et prompts de cet établissement public ont reçu chacun 600 000 francs guinéens. Cette démarche du gouvernement guinéen a suscité de la joie chez les bénéficiaires. Je suis très contente et ça nous soulage encore de plus. Je pense bien, on redouble de faire et on va essayer encore de redoubler de plus d'efforts pour donner le maximum de nous-mêmes pour préparer les futurs cadres de l'État. Aujourd'hui, je suis très content. Je crois bien que le paiement de ces primes sera un ouf de soulagement au niveau de tous les enseignants et dans leurs familles respectives. Et je crois bien que ça sera encore, et ça va encourager tous les enseignants et de reprendre le chemin de l'école. Et il est aussi opportun pour moi de remercier M. le Président de la République. Nous avons crié et il a compris nos cris. Et il n'est pas resté indifférent. Il a fait un geste qu'il faut remercier. Cette prime qui vise à motiver les enseignants en situation de classe est le résultat du dernier accord trouvé entre le SLEG et le gouvernement guinéen. Comme défini dans l'accord, ces primes seront payées chaque mois. Monsieur le Président de la République et son gouvernement sont préoccupés par les conditions de vie et de travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'ensemble des travailleurs de l'administration publique et plus particulièrement des enseignants. Donc le gouvernement a décidé de créer une autre catégorie qu'on appelle la prime d'incitation enseignante qui est payée aux enseignants en situation de classe. Donc notre mission à Kankan, c'est de superviser les opérations de paye pour que tout se passe normalement. Après cette première étape, ces cadres de l'administration publique procéderont au paiement des primes d'incitation des enseignants de l'université Juris Nyerere de Kankan. Comme pour dire, aucun enseignant en situation de classe ne sera épargné par cette opération de paiement des primes d'incitation. L'actualité, c'est aussi cette nouvelle plutôt inquiétante. La barre des 2000 victimes du coronavirus est franchie et à travers le monde, la chaîne de riposte contre les maladies animales transmissibles à l'homme s'organise. Ici en Guinée, l'on n'est pas en marge de ce processus. Les acteurs du secteur vétérinaire sont en alerte maximale contre les mauvaises pratiques. Samara Tolno, Fodé Camara. À l'image de la rage, de la grippe aviaire, de l'épidémie de coronavirus et de la fièvre hémorragique à virus Ebola, les zoonoses, maladies animales transmissibles à l'homme, font des ravages à travers le monde. Face à cette urgence, le renforcement des systèmes nationaux de surveillance contre les crises alimentaires s'accélère. Aujourd'hui, avec l'appui de l'USAID, la FAO met à la disposition de la Guinée un guide de riposte et de prévention des maladies animales transfrontalières. Aujourd'hui, nous sommes dans la gestion de la santé animale sous ce que nous appelons l'approche une seule santé. Donc, qui réunit tout ce qui concerne la santé animale, la santé publique, l'environnement. Les pratiques que nous allons enseigner aujourd'hui entrent dans le cadre de comment il faudra se préparer à l'urgence. Entre dans le cadre de lorsqu'il y a une urgence, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui sont les comportements par rapport aux services de santé, qu'est-ce qui sont les comportements par rapport même à la population. Venant des différentes régions administratives, ces acteurs de la chaîne de riposte contre les crises sanitaires sont éleveurs, vétérinaires, épidémiologistes, mais aussi agents
de la protection civile, sans oublier les autres partenaires de la plateforme Une seule santé. Nous sommes dans un processus de préparation à riposter contre toutes ces maladies-là. C'est pour ça que quand on prend la rage, par exemple, c'est un horizon qui est fixé. On dit en 2030, il faut que tous les pays du monde se débarrassent de la rage, qu'il n'y ait 0 cas humain de rage. Toujours pour prévenir les crises sanitaires, des agents vétérinaires des services publics et privés se sont affûtés en détection des maladies animales. Un système d'alerte est aussi mis en place avec l'implication de 8000 agents communautaires à travers le pays. Les crises zoosanitaires sont des situations complexes auxquelles les pays sont de plus en plus confrontés. C'est pourquoi il est important de préparer en période indemne, qu'on peut souvent appeler en période de paix, de se préparer donc afin que les pays puissent prévenir, au cas échéant, opposer une riposte appropriée à temps, sans céder aux improvisations inappropriées. En partenariat avec le ministère de l'Élevage, autre action d'envergure soutenue par la FAO, la rénovation et l'équipement du laboratoire central vétérinaire de diagnostic de Conakry et des laboratoires régionaux de Labé et de Kankan. Le maintien du climat de paix dans notre pays est un sujet sur lequel la communication se diversifie, surtout dans l'arrière-pays, dans la préfecture de Dinguiraye. Thibou Camara, le ministre de l'Industrie, conseiller spécial du chef de l'État, est passé échanger avec ses frères et sœurs sur la nécessité pour chacun de savoir raison garder afin que la quiétude sociale ne soit pas compromise entre les communautés dans la ville sainte de El Hadj Oumar Tall. Abdoul Karim Kamara. Il se souvient encore, comme si c'était hier, des tragiques événements de février 2018 dans son Kalinko natal. Chaque fois qu'il retourne ces violences dans l'esprit, Mamadou Tunkara a le cœur meurtri. Mais au-delà de tout, il tente de positiver. Nous regretterons ces incidents à jamais, car ils nous rappelleront toujours que la paix n'a pas de prix. Par-dessus tout, la guerre ne profite ni à la personne qui a raison, ni à celle qui n'a pas raison. Cela coïncide avec l'arrivée dans la localité du conseiller personnel du chef de l'État. Thibou Camara est porteur d'un message de paix en faveur de tout Dinguiraye, celui du maintien de la non-violence. Partout en Guinée, nous souhaitons que les populations vivent dans la paix et dans la cohabitation pacifique. C'est la paix qui construit un pays, c'est la paix qui apporte la prospérité pour tous et le bonheur pour chacun. La paix n'est pas une faiblesse, c'est le recours à la violence et à la confrontation qui est une faiblesse. Le président Alpha Condé s'est battu toute sa vie durant, pendant son histoire et son parcours politique, pour unir la Guinée et rassembler les Guinéens. On ne peut pas aimer le président Alpha Condé, aimer la Guinée et créer des conflits entre des communautés qui ont toujours vécu ensemble et qui se sont intégrées depuis de longues années. En démocratie, il n'y a pas de Peul, il n'y a pas de Malinké, il n'y a pas de Guerzé. Il n'y a que des citoyens guinéens. Au cours de ce périple, la paix est prônée dans les mosquées, sous l'arbre à palabres, sur les places publiques et terrains de football. Des Selouma à Ganyakali et Banora, en passant par Dinguiraye, Matakania, Lansanaya, Bagui, Diatifere ou encore Donki, Wendukadio, Ouattala, chacun se montre épris de paix et d'entente. La guerre n'aura pas lieu à Dinguiraye. Nous irons au-delà de toutes les négociations. Nous allons faire appel à toutes les consciences. Nous allons faire appel à toutes les bonnes familles, à toutes les familles qui sont là parce que Dinguiraye est réuni par quoi? Par l'ensemble de toutes ces familles qui sont venues depuis le Sénégal, passant par tout le Fouta Djallon, et venues s'installer ici et qui s'est fait accepter aussi par le Manding. Le ministre a aussi invité tout le monde à préserver un climat de paix pour les échéances électorales du 1er mars 2020. En réponse, chaque village a promis d'étouffer toute velléité visant à compromettre les années de quiétude entre les différentes communautés de Dinguiraye.
Même son de cloche du côté de Kankan. Là-bas, c'est le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, général Bourema Kandé, qui est allé prôner la paix et le renforcement du tissu social. Fodé Bangali Fofana, Abdul Razak Souma. C'est à 15 km de Kankan, dans ce village de Yankana, sur l'axe Kankan-Sigiri, que les laborieuses populations de Kankan sont venues organiser cette manifestation. Spontanément, les populations de Kankan, à travers la jeunesse, la notabilité, les élus locaux, mais aussi les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité se sont mobilisés fortement pour réserver cet accueil chaleureux, enthousiaste et fraternel à la délégation gouvernementale. Nous sommes mandatés par le président de la République, nous sommes mandatés par le premier ministre du gouvernement pour venir auprès des populations, des laborieuses populations de la Haute-Guinée, faire passer le message d'infosensibilisation. Car, en l'absence de la bonne information, s'installe la confusion. Il s'agit d'aller à une nouvelle constitution. Il s'agit d'élire les députés à l'uninominal et sur la liste nationale. Quoi de plus normal pour un peuple que de choisir son destin, que de se battre pour son destin. Mais l'on donne toutes les interprétations, mais alors des fausses interprétations. Faut-il que nous nous déplacions au nom du gouvernement, au nom du président de la République, pour donner la bonne information à nos populations et leur dire, encore une fois, que la Guinée ne trouvera son salut que dans la paix. Dans la paix et dans l'unité nationale. La notabilité de Yankana, ce village point d'accueil, a salué cette délégation gouvernementale conduite par le général Bourema Kandé avec les traditionnels dinois de Kola. Et c'est dans la même ferveur, dans l'enthousiasme, que la délégation a été conduite à Kankan sur le parcours de 15 km qui sépare Yankana de Kankan-Nabaya, cette ville de fraternité et d'hospitalité pour tous les Guinéens. Un mot de tourisme dans ce journal pour vous parler des 600 touristes qui viennent de visiter la Guinée. Durant leur parcours, ils ont eu à découvrir et surtout à apprécier le beau paysage de notre pays et un certain nombre de sites touristiques de Koundara à Kindia au point de faire des promesses de retour en Guinée. Quelles sont les retombées de cette visite touristique de masse? Élément de réponse dans ce reportage signé Mohamed Alpha Baldé, Sarafdine Diallo. 18 nationalités, 219 véhicules, 37 motos. C'est la plus importante visite touristique ces dernières années en Guinée. Venus de la Hongrie, ces 600 touristes entrent dans le pays par Koundara. Après le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal, un nouveau paysage accueille les visiteurs. Le long de leur parcours, la découverte est impressionnante, de Yukunku à Gawal, puis Boké, Bofa, Dubreka jusqu'au magnifique voile de la mariée à Kindia. Les visiteurs ne cachent plus leur admiration pour la Guinée. Pas trop de difficultés sur la route, ça roulait, bon, la voiture peut passer dans ces endroits. Je voulais vous dire que j'ai beaucoup apprécié en Guinée, j'ai beaucoup aimé le sourire des gens, leur enthousiasme et leur accueil. J'ai été accueilli d'une manière très, très chaleureuse. Tout le monde a été très, très agréable avec nous. Je viens de Milan avec mon moto et j'ai fait toute la route et je suis très contente de être ici en Guinée. Partout, ce cortège impressionnant a été reçu par des populations joyeuses et hospitalières. Cette première visite marque un début prometteur pour l'écotourisme de masse dans ce pays aux multiples sites touristiques. L'opération est pilotée par l'association La Ligne Verte et le département en charge du tourisme. À travers nos contacts, on a eu un monsieur qui a eu vraiment confiance en nous, qui s'appelle M. Jargan Mollay, parce qu'il avait réussi à nous envoyer un groupe l'année passée. Un groupe, il était petit, de 53 personnes. Il est revenu, il s'est rétabli la confiance, il nous a sentis capables de pouvoir organiser. C'est une fierté au nom de tous les membres de l'association en ligne verte d'avoir eu cette opportunité de pouvoir envoyer pour la première fois en Guinée
un groupe de 600 touristes. C'est une grande fierté. On a essayé de venir en Guinée, qui était le pays vraiment merveilleux, avec ces sites touristiques qui ne se trouvent pas au Sénégal, ni en Mauritanie, ni au Maroc. On a essayé de grandir l'événement et l'amener en Conakry. On remercie vraiment l'État à ces aides qu'ils ont vraiment debout avec nous depuis les premiers jours. Ils sont avec nous. Après une nuit riche en couleurs à Kindia, le cortège parcourt ses tout derniers kilomètres sur le territoire national pour rallier la Sierra Leone. Il tourne le dos à la Guinée avec la ferme volonté de revenir encore en Guinée. L'association La Ligne Verte l'assure, pour la prochaine visite, ils seront encore beaucoup plus nombreux. La Fondation Djeriba Diaby pour la paix fait un don de pagne aux femmes de la RTG au compte de la fête internationale du 8 mars qui pointe à l'horizon. Un geste apprécié à sa juste valeur. C'est le premier élément de notre rubrique Guinée en bref, commentée par Fatimatou Diallo. Remise de l'eau de pagne aux travailleuses de la RTG. Le geste est de la Fondation El Hadj Djeriba Diaby pour la paix et l'assistance sociale. Cet acte, c'est pour accompagner ces femmes de la radio-télévision guinéenne pour la célébration de la Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année. Nous avons l'habitude de faire pour la RTG. Mais cette fois-ci, nous avons estimé, il y a une structure que nous suivons de près. Tous les dimanches, passer des messages, faire des débats. Il serait important d'accompagner comme sponsor l'émission Univers des femmes afin de les encourager, afin de les accompagner pour continuer à prôner la paix, à prôner la cohésion sociale, à prôner l'entente. C'est une première au secrétariat général des affaires religieuses. Les travailleuses de ce département ont organisé une lecture du Saint-Coran au centre islamique de Donka. La cérémonie a connu la participation de plusieurs responsables. Je suis très content aujourd'hui de l'initiative des femmes travailleuses du secrétariat général des affaires religieuses et l'ensemble des couches féminines qui sont là présentes. Alors, je les dis grand merci pour répondre à notre invitation pour qu'ensemble prier pour la paix, prier pour la cohésion sociale, prier pour l'entente entre les fils de ce pays. Pour cette cérémonie, Habita a refoulé du monde. Cette sous-préfecture de Dubreka inaugure sa mosquée centrale. Ce lieu de culte a une capacité d'accueil estimée à plus de 300 fidèles. Les travaux de reconstruction ont été financés par une association islamique basée à Dubaï, à hauteur de 100 millions de francs guinéens. À travers cet acte, elle contribue au rayonnement de la foi islamique. À 32 km de la préfecture de Labé, la commune rurale de Djari. Cette commune rurale, fortement islamisée, aura bientôt sa mosquée centrale. Pour les travaux de reconstruction de cette maison de Dieu, la pose de la première pierre est faite. L'initiative est des fils ressortissants et résidents de la localité. Le sentiment d'un plaisir extrême. Et Dieu m'a fait vivre jusqu'à ce que je trouve la rénovation de cette mosquée. Elle a été rénovée il y a 60 ans. La mosquée a subi un coup de foudre et elle a eu des dégâts énormes. C'est une raison fondamentale. Et puis des ressortissants, des natifs de Mamangiri, qui sont les fondateurs de cette mosquée, en l'occurrence Mama Mohamedou. Eux, ils ont créé cette mosquée. Ils ont confié la mosquée au Nyogi Yabe, qui dirigeait, qui était l'imam. Place à présent au condensé de l'actualité dans le monde ou le monde en bref avec Alpha Isiagaba. Deux fusillades ont visé mercredi des bars à chicha de la ville d'Hanau à l'est de Francfort en Allemagne, faisant au moins 9 morts.
L'auteur présumé de ces attaques a été retrouvé mort à son domicile. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête et soupçonne un mobile lié à l'extrême droite. C'est la 10e journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites en France. Des milliers de personnes étaient présentes dans les rues durant la journée de ce jeudi. La période des vacances scolaires explique le nombre de manifestants. Le Togo vote dans 2 jours pour élire un nouveau président. Un scrutin désormais à 2 tours où 7 candidats sont en lice. Le président sortant Faure Gnassingbé espère accomplir un 4e mandat. Face à lui, 6 adversaires dont l'habitué Jean-Pierre Fabre, 2e des 2 dernières présidentielles, et Agbeyome Kodjo, l'ancien cacique du régime Eyadema. Les autorités ukrainiennes déploient des blindés et la police dans une localité devant accueillir des Ukrainiens étrangers évacués de Chine, frappés par le nouveau coronavirus à cause de protestations d'habitants craignant la propagation du virus. Page noire de ce journal, c'est avec beaucoup de tristesse que l'on a appris le décès de El Hadj Youssouf Diallo, le mari de Adja Aïssatou Bella Diallo, ministre conseillère en communication du président de la République. Mari aimant, père attentionné, ami sincère, frère irremplaçable, chacun y va de son commentaire pour exprimer son deuil. Décédé le 17 février par suite de crise cardiaque, El Hadj Youssouf Diallo, ancien ministre et ancien président du patronat guinéen, était âgé de 63 ans. Un hommage mérité lui a été rendu aujourd'hui. Ousmane Bangoura. Après avoir rendu de loyaux services à la nation guinéenne, El Hadj Youssouf Diallo a été rappelé à Dieu le lundi 17 février dernier à Conakry, des suites d'un arrêt cardiaque. Ce jeudi, le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana, l'émissaire du chef de l'État, professeur Alpha Condé, accompagné d'une importante délégation, est venu rendre un dernier hommage à l'illustre disparu. Grand frère, en voyant ton corps allongé devant nous, nous réalisons la nouvelle concernant ton décès. Que cette nouvelle est une réalité qui constitue une perte incommensurable pour ta famille éplorée, tes amis et notre pays. Nous sommes tristes et nous pleurons. Te gratifiera de sa miséricorde infinie, te pardonnera et t'accordera, comme je le disais plus haut, son paradis éternel. Cet ancien ministre de l'Industrie et des PME du dernier gouvernement du feu général Lansana Conté, ancien président du patronat et fondateur de plusieurs entreprises, époux de Adja Aïssatou Bella Diallo, ministre conseillère chargée de la communication à la présidence de la République. El Hadj Youssouf Diallo quitte le bas monde en laissant des enfants qui se souviennent toujours de lui. Aujourd'hui, mon papa n'est plus, mais il reste vivant dans le cœur de tout un chacun. Il a été un père formidable, un époux aimant et responsable. À nos mamans, nous allons surmonter cette épreuve ensemble, et ensemble, nous y parviendrons pour lui. El Hadj Youssouf Diallo, comme vous l'appelez tous, a su marquer l'existence de toutes les personnes qui ont croisé son chemin. Il a été un frère, un ami, un conseiller, un mentor, un modèle pour beaucoup d'entre vous. Et cela nous permet de surmonter cette épreuve, d'honorer notre cher papa et surtout de bien porter son nom. À 63 ans, El Hadj Youssouf Diallo sera inhumé demain, vendredi 21 février 2020, à Mamou, sa ville natale. A rappeler que El Hadj Youssouf Diallo avait 2 femmes et était père de 4 enfants. Paix à son âme. C'est tout pour ce journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous serez avec Adel Camara Koné. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Bonsoir chez vous.